Bientôt une nouvelle chaudière à bois à Bitche. La ville a lancé un vaste chantier de chaufferie biomasse avec un réseau de chaleur de 12 km sur lequel seront raccordés 114 bâtiments. Une cérémonie a été organisée pour la pose officielle de la première pierre. Ça chauffe côté sarrois. En parallèle de l'inquiétude au sujet des suppressions massives d'emplois, le syndicat IG Metall mène des grèves pour demander une augmentation de salaire. Exemple à la ZF, équipementier automobile qui emploie 10 000 salariés à Sarrebruck. Les entreprises encensées sur le territoire de la Casque. L'Agglo a organisé sa soirée annuelle Entreprises élues avec comme invité d'honneur l'ancienne ministre et chroniqueuse média Roselyne Bachelot. L'accent a été mis sur le développement économique, mais aussi la santé, la formation, l'insertion et le cadre de vie. Les maires de l'arrondissement de Sarreguemines réunis à Bitche en assemblée générale de l'Amicale. Parmi les nombreux points évoqués, les coupes budgétaires des collectivités locales annoncées par l'État, le pacte des ruralités mis en place par la région Grand Est ou encore le lancement d'une étude pour un contournement sud de Sarreguemines. Cérémonie du 11 novembre, Volminster transmet le devoir de mémoire à la jeunesse en associant les écoliers et l'ancien premier magistrat Daniel Schaff a reçu le titre de maire honoraire. Enfin, une victoire pour le Sarreguemines Football Club. Après 3 défaites en championnat national 3 et l'élimination en Coupe de France, les Sarregueminois ont battu à domicile Jura-Dolois. Une victoire qui n'a pas été sans rebondissement. Après avoir mené 3-0, le SFC s'est fait remonter 3-2. Grand prix de cyclocross de la ville de Sarreguemines. Il a réuni 171 participants au total, répartis dans les différentes épreuves, sur le terrain aménagé aux abords de l'étang Beau Soleil. Nouvelle victoire pour Sarralbe en finale du challenge de tennis de la Casque. En 3 simples et un double mixte, les Sarralbigeois ont gagné 4-1 face à Ambach. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Les suppressions d'emplois en Sarre sont massives et touchent aussi les Français. On fera le point avec l'invité du jour, Arsène Schmitt, président du comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle. On va d'abord à Bitche où ça va bientôt chauffer, mais pour de bonnes raisons. Les travaux d'enfouissement du réseau de chaleur ayant débuté en septembre, il est maintenant temps de commencer la construction de la chaufferie à bois et du bâtiment administratif de la régie de Bitche. Une cérémonie de pose de la première pierre de la chaufferie a été organisée. Emilia y a assisté. Dans la zone industrielle de Bitche, les travaux de la nouvelle chaudière à bois et le bâtiment administratif de la régie d'électricité ont commencé. Pour marquer le coup, une cérémonie de pose de la première pierre a été organisée la semaine dernière. On le fait pour une double raison. D'abord pour nos concitoyens, ensuite pour notre planète. Pour notre concitoyen, ce réseau de chauffage urbain, cette chaufferie de bois, c'est d'abord répondre à leurs besoins, d'avoir une énergie moins chère et permanente. Les 4400 foyers, c'est ça d'abord l'intérêt de cette opération. On le fait pour eux. Pour le directeur de la régie de Bitche, porteur du projet et le maire de la commune, cette première pierre reflète beaucoup de fierté. Ah, c'est une fierté immense, hein. J'en ai même des frissons. C'était un an et demi de démarche, etc. Mais là on y est, ça y est, quoi, hein, la première pierre. Donc ouais, c'est une forte émotion pour moi, c'est l'aboutissement, enfin, pour un beau projet justement. C'est pas un simple projet où on fait de l'argent, c'est un vrai projet qui aidera tout le monde et qui aidera justement, qui fera grandir la région aussi elle-même, qui est un des premiers buts aussi pour moi. Une fierté en tant que maire de la ville de Bitche, représentant l'ensemble de la population bitchoise, une fierté pour la population, oui. De pouvoir porter avec la régie municipale d'électricité un projet qui est un projet d'ampleur, donc à l'échelle de la commune, même à l'échelle du territoire. Un projet de cette dimension n'est pas fréquent, mais c'est aussi la fierté de pouvoir apporter cette plus-value en termes énergétiques et écologiques aujourd'hui à nos populations. Pour rappel, le projet de chaufferie biomasse et de réseau de chaleur de 12 km représente un budget de 23 millions d'euros. 114 bâtiments privés, publics et de l'armée seront raccordés d'ici le mois d'octobre 2025. Ça chauffe en Sarre, malheureusement en raison de suppression d'emplois. On fait le point avec l'invité du jour. Licenciements massifs, fermeture de sites, l'économie sarroise est dans une sombre période. Les annonces de mauvaises nouvelles se succèdent. Arsène Schmitt, combien d'emplois sont menacés en ce moment en Sarre ?
Paraît-il des milliers, donc à peu près 1500 à 2000 frontaliers pourraient être impactés. Parce que quelles sont les entreprises qui sont concernées alors côté Sarre? Actuellement, donc, la Sarre est en train de vivre un carnage industriel sans précédent, quoi. Donc, bien entendu, c'est la résultante de ce système capitaliste pourri par la spéculation qui ne génère que misère et guerre. Donc, les fleurons industriels sarrois, donc, ça a démarré avec les Alberg Saint-Gobain, Albergos, les fonderies. Il y a eu Ford, ZF, Tadano qui est menacé également d'une unité à Zweibrücken. Les Michelin, donc bien entendu, le but de cette casse sociale, de cette destruction des entreprises, est bien entendu toujours davantage engraisser les actionnaires, les dividendes ne cessent d'exploser. Paraît-il, Michelin, c'est pas paraît-il, c'est vrai, les 3 dernières années, ils ont triplé leurs dividendes. Donc, pour ne citer que Michelin, par exemple, c'est l'usine la plus performante d'Europe. Il a les machines les plus modernes, les ouvriers hautement qualifiés, donc qui ont fait des sacrifices énormes sur leur salaire, sur leurs primes, pour maintenir l'outil de production. Et bien, aujourd'hui, ils sont jetés comme des malpropres. Alors, ce qui est dramatique dans cette affaire, c'est qu'ils seront bien entendu, la production de millions de pneus que produit Michelin sera délocalisée chez le moins-disant social, en Roumanie, en Espagne, et ces délocalisations sont encouragées par l'Union européenne, ça il faut bien le savoir. Dana Hübner, commissaire européen, a signalé les délocalisations, il faut les encourager, il ne faut pas les freiner, c'est le progrès économique. On voit bien le progrès économique, les milliers de travailleurs de Ford, de ZF, ils vont parler du progrès économique. C'est une honte ce qui se passe. Du coup, il y a les suppressions de postes d'un côté, et puis en parallèle, il y a eu aussi l'abandon du projet S-Volt qui devait créer 2000 emplois. Vous aviez des espoirs de ce côté-là? S-Volt, c'est du côté de Uber Earn, là. Je n'ai pas de nouvelles à ce sujet. Parce qu'il a été abandonné. Prévu, oui, alors, côté allemand, le syndicat IG Metall monte au créneau aussi pour les emplois maintenus. La grogne monte. Un nouveau débrayage a été organisé vendredi matin devant l'usine ZF à Saarbrück. Le syndicat de la métallurgie demande une augmentation des salaires. À cela s'ajoutent les inquiétudes concernant des suppressions d'emplois. Marie-Morgane Pires s'est rendue sur place. 9h30, les salariés de l'équipe du matin de la ZF quittent leur poste de travail. Ils rejoignent le syndicat IG Metall, installé devant les grilles de l'usine de Saarbrück. Depuis plusieurs semaines, le syndicat mène des grèves d'avertissement. Il demande notamment une augmentation des salaires de 7% et de 170 € pour les apprentis. Malheureusement, lors de 3 négociations avec la direction, nous n'avons pas pu obtenir de résultats. Dans ce contexte, le piquet de grève est l'une des mesures. Ici, chez ZF, ce matin, nous avons rassemblé environ 3000 collègues pour un piquet de grève important sur place. L'industrie métallurgique et électronique emploie près de 50 000 personnes en Sarre. Ici, la ZF, équipementier automobile, fabricant de boîtes de vitesse, emploie 10 000 salariés, dont de nombreux frontaliers. L'objectif d'IG Metall, trouver un accord le plus vite possible. La semaine prochaine, nous préparons un vote des membres pour une grève d'avertissement de 24 heures si les négociations échouent lundi. Ce vote sera ensuite mené la semaine suivante par nos représentants d'IG Metall. En cas de vote favorable, nous passerons à l'action fin novembre. Autre inquiétude dans l'usine ZF de Saarbrück, l'annonce de la suppression de 1800 emplois d'ici la fin 2025. Bon, ça me rend même malade, ça. Parce que de perdre son boulot, et surtout la vie de maintenant, pour avoir un boulot, je suis content d'être ici, hein, c'est un 6 au loto. Espérons gagner notre place, mais un peu augmenter, ça serait aussi du bien. Après 1 heure de mobilisation devant leur usine, les employés, qui étaient 1800 selon la police et 2500 selon le syndicat, ont retrouvé leur poste de travail. Dans ce contexte de suppression massive d'emplois, faire des manifestations pour des augmentations de salaire, vous y croyez ? Bien entendu, il faut se battre. Il faut savoir que, justement, je voulais juste ajouter ce que j'ai dit tout à l'heure, jusqu'à quand la classe ouvrière va accepter la destruction de tout ce qui appartient au bien commun ? Ça ne peut plus durer comme ça. Les plans sociaux, les drames sociaux vont continuer s'il n'y a pas une rupture avec ce système économique.
On aurait très bien pu imaginer, il y a la Confédération européenne des syndicats, dont le DGB fait partie, dont la IGMETAL fait partie, la CGT, CFDT, mais cette Confédération européenne des syndicats, moi je dis toujours la mal nommée Confédération européenne des syndicats, elle est pour les délocalisations, elle dit qu'il faut les rendre acceptables. Non, on ne peut pas accepter cela. Donc moi je dis que je partage tout à fait ce qu'a dit Oscar Lafontaine à l'époque, quiconque exproprie des milliers de travailleurs doit être exproprié lui-même. Ça ne peut plus durer cette situation. Et quand il y a des suppressions comme ça massives de postes dans les usines allemandes, les travailleurs frontaliers sont-ils parmi les premiers impactés? Forcément, pas forcément. Et par exemple, ces derniers mois, il y a eu combien de travailleurs frontaliers licenciés? Il y a 2 ans déjà chez Ford, il y a des frontaliers, c'est à peu près 500 à peu près, donc, mais on ne peut pas dire qu'en priorité c'est les frontaliers. Donc ça fait 47 ans que le comité de défense existe, je n'ai jamais entendu dans une boîte qu'en priorité on chasse les frontaliers. Non, ça c'est inexact. D'accord, ils mettent fin en premier de toute façon à tout ce qui est des intérimaires, mais après il n'y a pas de, il n'y a pas de sélection, de préférence nationale pour ainsi dire. Et vous l'admettez vous-même au niveau du comité. Ceci dit, forcément, dans le nombre de suppressions d'emplois, il y aura des frontaliers aussi, à nouveau. Exactement. Et du coup, ça pose à nouveau la question de l'indemnisation chômage, et en particulier l'indemnisation chômage par quel pays, puisque du côté de l'UNEDIC, il est question de réformer le versement des allocations de chômage. L'UNEDIC n'a toujours pas compris comme quoi le centre d'intérêt des travailleurs frontaliers, c'est le pays de résidence. Bien entendu, nous payons nos cotisations sociales en Allemagne, pays d'activité, mais c'est l'UNEDIC qui verse ses allocations de chômage aux travailleurs frontaliers. Et en vertu des règlements communautaires, il y a une rétrocession qui se fait entre l'Allemagne et la France, entre le Luxembourg et la France, de 3 mois à 5 mois de versement d'allocations. Donc nous on dit, alors bien entendu, il y a déjà eu une proposition de la Commission européenne de changer le paradigme, c'est-à-dire que nous, c'est l'Allemagne par exemple, où on verse les cotisations, qui est compétent en la matière pour verser les allocations de chômage. Nous on dit stop, ça va créer ça sera discriminatoire pour les travailleurs frontaliers parce que si l'Allemagne est compétente demain, ça veut dire que le travailleur frontalier doit s'inscrire du côté allemand à la Agentur für Arbeit. Donc soit de Saarbrück, soit de Saarlouis, Neunkirchen, très loin, Kaiserslautern même. Et en cas de reconversion professionnelle, la reconversion devrait faire des formations en Allemagne, donc le barrière de la langue. S'il y a un conflit juridique avec l'Agentur für Arbeit, il faut saisir les tribunaux allemands, donc c'est l'usine à gaz. Nous on demande la France reste prioritaire pour le versement des allocations et que les États entre eux s'arrangent pour une rétrocession plus importante, 1 année, 18 mois, etc. Aucun problème à ce sujet. Ça fait partie. On a réussi à bloquer la chose déjà au Parlement européen en 2018, parce qu'en 2017, il fut question de ce changement de système. Mais pour le moment, c'est bloqué parce qu'il y a une dizaine de pays de l'Union européenne qui n'ont pas suivi la proposition. Oui, vous n'êtes pas les seuls à vous battre, mais ça fait partie des combats que vous menez au sein du comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle. Quels sont les principaux autres combats en ce moment ? Le grand combat, c'est toujours la non-reconnaissance des taux d'invalidité. Donc c'est un scandale, c'est-à-dire, cas concret, tout vite, parce qu'on est pris par le temps, c'est-à-dire un travailleur qui a travaillé 5 années en France, il a travaillé 30 ans en Allemagne, donc il tombe malade, handicapé, ne peut plus bosser. La France le reconnaît invalide, il aura une retraite française d'invalidité de 150 € par mois, et l'Allemagne va lui dire, chez nous, tu peux encore bosser. Faire un travail léger, comme tu n'as plus le droit de monter les échelles, ni les échafaudages, tu n'as plus le droit de faire du travail posté, tu n'as plus le droit de te courber, tu n'as plus le droit de te baisser, de soulever des charges lourdes, tu n'as plus le droit de faire du travail posté. Mais le travail léger compatible. Mais tu peux encore faire un travail comme caissier dans une station d'essence ou bien comme portier. C'est un scandale, ça. Alors on nous parle d'Europe. Non, c'est une honte. Une honte. Dans ces combats, vous allez les détailler aussi dimanche durant l'Assemblée générale du comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle. Le comité représente combien de travailleurs frontaliers? Est-ce que le nombre est en hausse dans cette période de suppression de postes? Actuellement, nous sommes en Sarre à peu près 14 000 travailleurs frontaliers. Donc il y a quelques années, on était encore 19 000. Dans le Palatinat, on est à peu près 4 000, donc à peu près 18 à 19 000. Et le comité des frontaliers a un effectif de 13 000 adhérents. Donc on a commencé en décembre 1977 à 4, dont je
fut un des artisans. Et ça fait maintenant 47 ans que ça dure, donc on se bat, c'est une lutte sans relâche au quotidien, quoi, hein. Et on cherche bien entendu des bénévoles, des jeunes militants qu'on cherche. Parce que la moyenne d'âge du bureau directeur, c'est 69 ans chez nous, hein. Donc il est temps d'avoir des forces vives pour vous rejoindre. Le combat continue et rendez-vous donc à 9h15 ce dimanche 17 novembre à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Avec croissant offert et café. À partir de 8h15. C'est de la corruption de travailleurs frontaliers. Merci en tout cas d'être venu témoigner dans cette émission. Côté français, le marché de l'emploi se porte mieux et tous les espoirs sont surtout tournés vers le projet Holosolis qui doit implanter une gigafactory de cellules et panneaux photovoltaïques à Ambach. Il en était à nouveau question lors de la soirée entreprise élue organisée par la CASC. Cette année, l'invité d'honneur était l'ancienne ministre Roselyne Bachelot. Point sur la situation économique, santé, formation, plusieurs sujets ont été abordés durant la soirée. Une entreprise du secteur a aussi été récompensée. Retour en image avec Thibaut Desmerlet. Notre territoire est un concentré d'excellence. Cette excellence est tout d'abord celle des femmes et des hommes de ce territoire, notamment à votre niveau, vous les entrepreneurs. Les entreprises étaient à l'honneur lors de la soirée Entreprises élues organisée par la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Elle avait comme invité d'honneur l'ancienne ministre Roselyne Bachelot qui avait inauguré l'hôpital Robert Pax en 2009. Durant la soirée, les sujets abordés étaient la santé, la formation ou encore l'insertion, des domaines où la CASC est engagée. Mais il était aussi question du développement économique du territoire. Le développement économique sur notre territoire à nous se passe très bien pour l'instant. Nous avons de nombreux projets qui sont en cours de réalisation. Parmi les gros projets énoncés, il y avait l'implantation à Ambach de l'entreprise de logistique Wirtz Group, 30 millions d'euros d'investissement et 200 emplois qui seront créés. Mais aussi le projet Holosolis, la gigafactory de panneaux photovoltaïques, 800 millions d'euros d'investissement et 2000 emplois qui seront créés. Plusieurs autres projets de création, d'implantation et d'extension d'entreprises ont été montrés. La Lorraine se distingue par le nombre de projets qu'elle porte en ce moment. On est largement en tête en région Grand Est sur les 3 ou 4 dernières années, mais on est à 10 fois le nombre de projets qu'on avait précédemment et on est loin devant les autres régions. Alors tout ça, ça se travaille. Je crois qu'il ne faut jamais se reposer sur nos lauriers. Mais ce qui est très important, c'est de voir qu'on ne peut pas avancer avec un seul secteur. On ne peut pas courir tout seul dans le couloir. Il faut vraiment que tout marche ensemble. J'ai été très impressionné, par exemple, de voir qu'il faut de la culture. Et l'ancienne ministre de la Culture que je suis sait à quel point ce maillage est important. Ce fait de se parler, en plus dans une région qui travaille vraiment en binational. L'entreprise fournisseuse de pierres naturelles pour la décoration d'intérieur et extérieur Eberhardt, basée à Woestwiller, a été mise en avant durant la soirée en remportant le Grand Prix d'honneur de l'Agglo, édition 2024. Je suis très honoré, et très honoré pour notre entreprise, mais aussi pour la jeune équipe qui nous entoure et qui forcément vont être motivés. La CASC reconfirme son soutien auprès des entreprises. Elle souhaite continuer de développer son tissu économique et d'en faire une priorité. Avec tout cela, nous allons épuiser nos réserves en terrain et ça pose quelques problèmes. Il faut préparer l'avenir. La CASC travaille avec l'Agence d'urbanisme des agglomérations de Moselle pour densifier les zones existantes et reconquérir des fonciers disponibles. La CASC a aussi mandaté la SEBL Grand Est pour une étude prospective pour la création d'une nouvelle grande zone d'activité. On a profité de sa présence pour interviewer Roselyne Bachelot à l'issue de la soirée Entreprise élue. L'ancienne ministre a livré son ressenti sur le territoire de la CASC et elle est revenue sur la situation actuelle des hôpitaux. Elle était au micro de Thibaut Desmerlet. Roselyne Bachelot, alors toute première question, avec ces soirées entreprises élues, je souhaitais avoir votre avis sur le territoire, celui qui vous a été présenté à travers le développement économique, ces entreprises, comment vous le trouvez ? J'ai été extrêmement impressionné par le dynamisme de Sarreguemines-Confluence, la structure intercommunale autour de Sarreguemines, mais surtout par le fait que finalement tout est
tout est ensemble. Tout est organisé. Bien sûr, il y a du développement économique, il y a des entreprises, on les aide. Mais tout ça, c'est sur un tissu qui met en route l'éducation, la culture, l'intégration des personnes handicapées, la promotion des femmes, l'organisation sanitaire du territoire. Parce qu'un territoire, ça ne vit pas en segments séparés. On ne garde pas des gens si on leur donne seulement un boulot. Il faut aussi pouvoir accueillir la maman qui a besoin d'être aidée dans sa vie quotidienne, le gamin handicapé, trouver du travail au conjoint. Donc tout ça, c'est pris en compte et vraiment, c'est un territoire modèle. D'avoir mis cette soirée sur le lien entreprise-élu, alors que la fracture est tellement forte dans notre société. Et j'ai conclu mon intervention il y a quelques instants par l'appel à la bienveillance, à surmonter nos fractures. Quand on est ensemble, moi j'ai pas entendu ce soir une seule fois, c'est un élu de gauche, de droite, il est ceci, il est cela. J'ai pas entendu quelqu'un mettre en cause des élus très différents dans leurs étiquettes politiques. On a envie que ça marche ensemble, on a envie d'une société de bienveillance, on a envie que l'espace public ne soit pas envahi par les injures, les fake news, les saloperies. On voit à quel point notre pays peut être grand quand il bâtit des projets concrets pour les gens. C'est une belle leçon qu'on a eue ce soir avec Sarreguemines Confluence. Et vous qui avez inauguré l'hôpital Robert Pax à l'époque, et au vu que pensez-vous de la situation de l'hôpital aujourd'hui? L'hôpital assume des charges et des tâches qui ne devraient pas être les siennes. Il assume les déficiences de la médecine de ville, et l'engorgement des urgences en est la démonstration. Vous savez, quand j'étais ministre de la Santé, il y avait 17 millions de passages aux urgences, il y en a maintenant 27 millions. C'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui se dérègle, mais qui n'est pas à l'hôpital. Et si l'on prend, pardon pour cette expression, mais l'autre bout de la chaîne, nous sommes le pays d'Europe où on meurt le plus à l'hôpital. Pourquoi ? Parce que le secteur médico-social, les établissements d'accueil pour personnes âgées ne sont pas suffisamment médicalisés. Donc on a le sentiment qu'on injecte de l'argent dans l'hôpital, un peu comme si on faisait une transfusion à un malade dont on n'arrêtait pas l'hémorragie. Il faut recentrer l'hôpital sur ses missions. Il faut évidemment développer les alternatives à l'hospitalisation, avec l'hospitalisation à domicile, avec l'hospitalisation de jour. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, mais pas suffisamment dans notre pays. On voit que on est un peu comme dans le char de Manure, c'est-à-dire il faut mener les trois choses en même temps. Tant qu'on se contentera de remettre de l'argent dans l'hôpital, ce qui a été fait, on n'y arrivera pas. Les problématiques étaient d'autres dimensions pour les maires de l'arrondissement de Sarreguemines réunis à Bitche en assemblée générale de l'Amicale des maires. Sur les 81 communes membres, elles étaient une quarantaine représentées. Une réunion classique où les maires présents ont néanmoins pu assister à une présentation des dispositifs et diverses aides de la région par la première vice-présidente de la région Grand Est. Reportage d'Emilie Azil. L'espace Cassin de Bitche a accueilli vendredi soir l'Assemblée générale de l'Amicale des maires de l'arrondissement de Sarreguemines. Après un mot d'accueil du maire de Bitche et la prise de parole du président de l'Amicale, le maire honoraire de Rohrbach, René Krebs, a été élu membre du comité. Une minute de silence a été respectée en hommage aux différents maires et anciens maires du secteur décédés cette année. Lors de leur prise de parole, les sénateurs présents ont évoqué les récentes coupes budgétaires des collectivités locales annoncées par l'État. Et alors je vais commencer par un point important qui est celui de la FCTVA. Pourquoi ? Parce qu'on nous la diminue de 16 et quelques pourcents à 14 et quelques pourcents. C'est déjà compliqué comme ça pour nos communes, financièrement. Les dotations ne font que s'amenuiser, on a de moins en moins de moyens. Et aujourd'hui, venir dire encore qu'on a touché à la FCTVA, c'est juste inacceptable.
À l'issue de l'Assemblée générale statutaire, la première vice-présidente à la région Grand Est a présenté un exposé sur les dispositifs mis en place par la région en direction des communes, dont le pacte des ruralités adopté au printemps dernier à Verdun. En fait, on a souhaité avec la région, avec le président Leroy, créer un pacte des ruralités. Donc les ruralités, en fait, c'est ces territoires, notamment des communes de moins de 1500 habitants, qui irriguent l'ensemble du territoire de la région Grand Est. Les communes de moins de 1500 habitants, c'est 87% du territoire. Donc c'est énormément de gens qui vivent dans ces communes-là. Et on a décidé en fait de faire en sorte de les prendre davantage en compte dans le cadre de nos politiques publiques. Donc ça nous semblait important sur une réunion comme celle-ci, sur cet arrondissement, eh bien d'en parler pour le porter à connaissance et puis faire en sorte que les élus qui sont ici présents puissent s'en saisir et saisir des opportunités au bénéfice de leurs concitoyens. Elle a également parlé de la création d'un fonds de soutien pour la formation des secrétaires de mairie, de santé avec la mise en place de médicaux et gynécobus, de l'accompagnement de communes face aux pénuries de médecins. Les maires ont exprimé leur inquiétude pour l'emploi sur le secteur avec toutes les suppressions de postes en Allemagne. Pour y faire face, la région a mis en place un dispositif de formation. Quand une personne va se retrouver en inactivité suite à l'arrêt de son usine ou de son employeur, par exemple en Allemagne, l'idée c'est de lui permettre d'avoir la formation, de financer la formation qui lui permettra d'être employable, par exemple à Holosolis ou d'autres entreprises qui ont des gros besoins en main-d'œuvre sur le territoire. Valérie Debord a également annoncé le lancement d'une étude sur les problématiques de mobilité d'un contournement sud de Sarreguemines, financé par la région. Elle sera lancée en 2025 et analysera l'impact environnemental, le trafic routier aujourd'hui et le trafic futur avec la présence d'Holosolis. Hier, de nombreuses communes ont organisé une cérémonie de commémoration de l'armistice. À Volminster, les élèves ont participé à cette tradition. Et en marge de la cérémonie, Daniel Schaff, ancien maire, a été mis à l'honneur. Reportage de Marie-Morgane Pires. Un lundi férié et animé à Volminster. La commune a commémoré les 106 ans de la signature de l'armistice de 1918. Un devoir de mémoire transmis à la jeunesse. Les élèves de l'école élémentaire ont été associés à l'événement. Ils ont préparé un chant en hommage à cette journée du 11 novembre. Sapeurs-pompiers, représentants des anciens combattants ou encore une délégation de la fanfare de Schweyen ont participé à l'événement. Après une cérémonie face au monument aux morts, le maire de Volminster, Jean-Michel Ekel, a profité de cette journée pour remettre le titre de maire honoraire à Daniel Schaff. Il a intégré pour la première fois la mairie en 1977 en tant que conseiller municipal. Il y restera durant 7 mandats en tant qu'adjoint au maire, puis en tant que maire de 2001 à 2020, à la fin de plus de 40 ans de mandat. Merci Daniel pour tout ce que tu as fait pour Volminster. Et dans un instant, focus sur le sport, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde! Pour demain, les nuages et éclaircies vont se partager le ciel comme à leur habitude ces derniers jours. Mais c'est du côté des températures que cela va se ressentir le plus. Les minimales iront de 2 à 3 degrés et les maximales ne dépasseront pas les 6 degrés. Demain, nous fêtons les brises et il fera jour de 7h39 à 16h52. Passez tous encore une belle journée et à demain! Retrouvez le goût des plats traditionnels qui réchauffent le cœur à l'Auberge du Moulin des Juilaires. Notre restaurant vous accueille dans une atmosphère chaleureuse où chaque repas vous apporte le sourire. L'Auberge du Moulin des Juilaires, un retour aux saveurs authentiques, tout en douceur. J'ai toujours peur d'abîmer mes appareils auditifs lorsque je fais mon jogging ou quand je fais mon jardin. N'ayez crainte, notre nouvelle gamme de produits auditifs tout-terrain a été conçue pour résister aux chocs, aux rayures et à l'eau. Vous pourrez donc pratiquer vos loisirs et vos activités tout en portant vos aides auditives.
Les entreprises étaient à l'honneur lors de la soirée entreprises élues organisée par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. L'ancienne ministre Roselyne Bachelot était l'invitée d'honneur. Durant la soirée, les sujets abordés étaient la santé, la formation ou encore l'insertion, mais aussi le développement économique du territoire. Une émission à retrouver en intégralité ce vendredi dès midi sur Mosaïque Cristal. Rencontre déterminante samedi soir au stade de la Blise où les joueurs du Sarreguemines Football Club ont affronté leurs homologues de Jura-Dolois. Après 4 défaites consécutives, une en Coupe de France et 3 dans ce championnat de National 3, les faïenciers avaient besoin de se relancer devant leur public. Le résumé de la rencontre est signé Guillaume Dumonteil. Les premiers à se mettre en évidence ont été les Jurassiens avec une première occasion dès la 6e minute de jeu. Heureusement pour le SFC, le gardien Jonathan Grébil a réussi à dévier cette frappe. Autre surface et autre ballon dévié qui a terminé cette fois-ci sa course dans les filets. 2 minutes plus tard, le malheureux défenseur jurassien Hugo Voirol a marqué contre son propre camp à la plus grande joie du stade de la Blise. Les visiteurs ont essayé d'égaliser sans résultat et c'est même Sarreguemines qui est parvenu à doubler la mise par l'intermédiaire d'Enes Saïn. Il a devancé la défense jurassienne pour donner un avantage de 2 buts au SFC. Parassasié, le Lion de la Blise a inscrit un nouveau but 5 minutes plus tard. Il en a profité pour adresser un message au public sarregueminois assez critique envers lui en ce début de saison. Le Lion n'est pas mort, même si pour l'instant il marque beaucoup moins de buts que les saisons précédentes. Le niveau de jeu a il est vrai monté, le SFC n'évolue plus en R1 mais en National 3. La première mi-temps s'est terminée sur ce score de 3-0, un écart plutôt flatteur pour les faïenciers car les joueurs du Jura se sont créés plusieurs occasions. Au retour des vestiaires, les visiteurs se sont montrés pressants et déterminés à revenir au score. Aux environs de l'heure de jeu, ils ont obtenu un penalty. Lucas Champommier l'a converti. Début de tension pour les supporters sarregueminois, d'autant que les Diables Rouges n'ont pas relâché leur pression. Heureusement, côté sarregueminois, le gardien Jonathan Grébil a réussi de beaux arrêts. Cependant, il n'a rien pu faire sur la frappe de Luis Ribeiro Castro qui a ramené les siens à une longueur, 3-2 aux environs de la 80e minute de jeu. Il est resté luttant et Sarreguemines a dû se montrer combatif pour conserver ce maigre avantage et l'emporter, même si le SFC aussi a eu l'opportunité de marquer un 4e but. Cette victoire acquise dans la douleur fait du bien au Sarreguemines Football Club qui a soufflé le chaud et le froid. Une rencontre très difficile, on a montré 2 visages. Chaque équipe a eu sa mi-temps, on a eu la première, on a su être efficace, solide défensivement, efficace offensivement et on a fait le break à la mi-temps. Ensuite une deuxième période beaucoup plus difficile où Jura-Dolois nous a dominés sur cette deuxième mi-temps. Et on a su faire le dos rond et avec un gardien exceptionnel, pris les 3 points. La qualité de jeu c'est une chose, mais dans un championnat, l'important c'est de marquer des points. Toutes les victoires seront importantes jusqu'à la fin de saison. On en avait besoin, on est sur une situation qui est difficile où l'équipe apprend et travaille pour pouvoir se mettre au niveau de ce championnat-là. Il faut qu'on gagne en régularité, en efficacité et puis prendre des points à chaque fois qu'on pourra. Le SFC a 2 semaines pour récupérer de cette rencontre physiquement et mentalement intense. Le 24 novembre, les joueurs prendront la route pour affronter la réserve du FC Metz. Grâce à cette victoire, le SFC monte laborieusement à la 11e place du classement. Le prochain match de championnat se jouera donc à Metz contre l'équipe réserve, actuellement 7e du classement. Tout autre sport, ce week-end va débuter le championnat de France de lutte première division par équipe et ça commence fort pour les Sarregueminois avec un derby face à Mézières-les-Metz, match à domicile pour les protégés d'Éric Cirque. Début des combats à 18h30 au gymnase en face du stade d'athlétisme de Sarreguemines. Une belle rencontre de haut niveau à ne pas rater. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Cette phrase a sans doute résonné dimanche dans la tête des participants au Grand Prix de cyclocross de la ville de Sarreguemines. Malgré les difficultés, les bacs à sable, les murs à escalader, les escaliers à gravir, ils n'ont pas économisé leurs efforts. Guillaume Dumonteil les a suivis, mais uniquement du regard. À vive allure et sur du bitume, les participants à la course élite se sont élancés.
Premier coup de pédale et première pente au moment de remonter la rue des Alouettes. Un simple amuse-bouche au regard des difficultés qui les attendaient. Des virages serrés, des descentes soudaines, des pentes à monter, des changements de sol répétés. Pendant 50 minutes, ils enchaînaient les tours sur le circuit de 2 km concocté par les bénévoles du Sprinter Club de Sarreguemines, au même endroit que les 2 éditions précédentes, autour de l'étang Beau-Soleil, mais avec de nouvelles difficultés, histoire de pimenter cette épreuve. S'il n'y avait pas beaucoup d'endroits où les coureurs pouvaient récupérer de leurs efforts, ils pouvaient quand même se réjouir. Cette année, il n'a pas plu et le parcours était sec. Du côté des organisateurs, ils sont ravis. Le record de fréquentation de l'épreuve, également appelé Souvenir Jean-Paul Knitel, a été battu. 171 amateurs de vélo ont pris le départ des différentes épreuves. Sarralbe récupère son bien. Vainqueur en 2022, les joueurs de la Cité des Cigognes ont une nouvelle fois remporté le challenge de tennis de la casque. Dimanche en finale, ils sont venus à bout de Hambach. Guillaume Dumonteil a assisté à la rencontre. La force de l'habitude. Sarralbe a une nouvelle fois remporté le challenge de tennis de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Cette épreuve annuelle destinée aux joueurs de 4e série, de non classés jusqu'à 30 pour les femmes et 31 pour les hommes, a rendu son verdict ce week-end. Samedi, à l'occasion des demi-finales, Hambach a battu Vousviller et Sarralbe a disposé de Puttelangeolac. Dimanche, à l'occasion des 3 simples et du double mixte, la balance a clairement penché du côté de Sarralbe qui s'est imposé au final 4 points à 1. Au total, 8 équipes ont pris part à ce challenge cette année.